12 septembre 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Merci et ravi une fois de plus d'être avec nous, de nous accompagner sur African TV, une filiale de Gandhi Malien TV. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'aborder les thèmes de la révolte ou de l'anarchie qui a lieu en France. Si cela a un impact sur les populations, voire la lutte de libération entamée par les populations de l'AS. Pour comprendre davantage, pour décrypter, nous avons fait appel à nos deux experts maison. Il s'agit à ma droite, c'est déjà les frères, les collègues, les journalistes bien sûr, et Moloko Touali, qui n'est pas présenté, qui travaille d'ailleurs avec nous ici à African TV, qui présente, qui anime d'ailleurs certains plateaux. Et à ma gauche, c'est les doyens et l'expérimenté, l'inspecteur de la douane à la retraite. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre les contours de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que nous autres, populations de l'Est, nous devons faire? Moloko Touali, bonjour, et votre bonjour au public qui nous suit. Oui, bonjour à vous, frères et amis, et camarades et combattants des libertés pour l'Afrique. Mon frère Diawara, on a l'honneur toujours de dire général, et je sais que c'est mérité. Grand bonjour à notre doyen qui a toujours été là pour nous aider à décrypter l'actualité, aussi décrypter les sujets, au fin que les populations qui nous suivent puissent davantage être informés, être formés également. Je dis également bonjour à tous ceux qui ont donc l'habitude de suivre dans un premier temps Gandhi Malien et qui vont aussi se rabattre également sur cette nouvelle chaîne qui vient d'être lancée par ces braves gens, ces braves jeunes, par ces braves frères initiateurs de ces grands projets. Et j'espère que tout le monde va être disposé à nous accompagner et à nous soutenir. Merci donc de toujours m'associer aux réflexions. Voilà. Doyen. Bonjour Diawara, bonjour à Moloko Touali. Je suis heureux d'animer cette séquence avec lui. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV. Bonjour surtout à tous nos auditeurs, particulièrement Fatou Toukouré. Fatou Toukouré. Et encore une fois, bonne fête à toute la communauté musulmane. Merci beaucoup, doyen. Merci. Sans plus tarder, droit de naissance oblige, comme d'habitude. Nous commençons avec les doyens, parce que nous avons assisté à, je ne sais pas comment on va appeler ça, une vraie bagarre de rue entre policiers et puis manifestants et autres, et d'aucuns qui appelaient au départ du président lui-même. C'était vraiment beaucoup de bruit. D'ailleurs, nous avons vu les médias d'État des pays de l'Est essayer d'en parler un peu et nous disons merci. Il faudrait quand même répondre à cela. Et nous voulons savoir un peu pourquoi tout ça, parce qu'on attend beaucoup de choses. Ça dépend souvent des narratifs élaborés. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Si je ne sais pas, là, c'est pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? D'aucuns parlent d'un problème de Premier ministre, mais ça fait plusieurs Premiers ministres déjà qui ont été changés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il se passe que le régime constitutionnel choisi par le général de Gaulle est arrivé à ses limites. Le général de Gaulle est venu, il a fait un régime semi-présidentiel. Il a choisi entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Il a préféré une voie médiane, le régime semi-présidentiel. Évidemment, le régime semi-présidentiel a ses exigences. C'est-à-dire qu'un président de la République élu au suffrage universel, direct, et ensuite un parlement où les parlements se réunissent. Mais dans la configuration, généralement, le président de la République, pour pouvoir gouverner, doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et ceci pose aujourd'hui problème parce que depuis quelques années déjà, il n'y a presque pas de majorité présidentielle. Même majorité parlementaire, mais à la disposition du président de la République. Parce que comme je l'ai dit déjà, le président de la République, il est le président de la majorité parlementaire, présidentielle,
Mais le Premier ministre qu'il se choisit était le Premier ministre de la majorité parlementaire. Ça lui permet de gouverner beaucoup plus facilement et de mettre en œuvre le plan sur lequel il a été, le projet de société sur lequel, et sur la base duquel il a été élu. Mais déjà, depuis 1900, à la fin de l'exercice du pouvoir par Valéry Giscard d'Estaing, déjà à ce moment-là, il y avait la droite, la gauche, l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais il y a des fissures qui ont commencé à se faire. La droite a commencé à se fissurer. L'extrême droite pratiquement n'existait presque pas. C'était la droite seulement. Mais il y a eu une scission dans l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, et Jacques Chirac, qui a été le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, a pris son indépendance. Il a créé le RPR. Et donc il y a eu une scission dans la droite. Il y avait déjà dans la gauche, il y avait le Parti socialiste et le Parti communiste. C'était classique. Mais depuis ce moment-là, quand la droite a commencé à se diviser, il y a eu une droite irréconciliable. Et donc, Chirac, qui a voulu concurrencer et se présenter aux élections pour ravir comment est-ce qu'on appelle, le poste de président à Valéry Giscard d'Estaing, je me rappelle que j'ai dit à mon professeur de droit constitutionnel à l'époque que le pouvoir ne peut pas passer de la droite à la droite sans passer par la gauche. Il m'a regardé d'un air bizarre, mais techniquement, c'est ce qui est arrivé. Jacques Chirac, qui a fait défection, qui a créé son parti de droite, ne pouvait pas ravir le poste de président à Valéry Giscard d'Estaing. À l'intermédiaire, il aurait fallu que le pouvoir passe par la gauche. Et c'est ce qui s'est fait. Mitterrand est venu. Quand Mitterrand est venu, il avait eu l'astuce de rassembler la droite, la gauche du moins, autour d'une plateforme de gouvernement, et il a pu réunir. Mais ça a eu ses limites. Dès les élections de mi-mandat, il avait perdu la majorité au Parlement. Et je crois que c'est Édouard Balladur qui est devenu Premier ministre, parce que Chirac avait eu la majorité au Parlement. Donc il y a eu une cohabitation. Depuis là, il y a eu un problème, parce que je l'avais dit déjà ici, dans l'esprit du général de Gaulle, quand vous êtes désavoué, vous présentez un projet de société, quand vous êtes désavoué sur votre projet de société et que c'est un autre Premier ministre qui va venir, qui n'est pas de ton camp, qui n'a pas à contribuer à ton projet de société, il va présenter quoi? C'est la cacophonie. Dans l'esprit de la Constitution de 1958, comme on dit le cas déjà en Côte d'Ivoire, dans la Bible, je m'excuse de citer la Bible, allez-y. La Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Il ne faut pas s'accrocher à la lettre, il faut s'accrocher à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Et c'est ce que le général de Gaulle avait compris. Quand il a perdu le référendum, il s'en est allé. Son mandat n'était pas fini. Donc il y a une scission et une multiplication. On est parti de la droite et la gauche. On avait divers droites, divers gauches. On avait le centre. On avait ça s'est multiplié, ça s'est fragmenté. Et aujourd'hui, Macron est venu à la fin de parce que cette alternance droite-gauche qui ne marchait pas du tout, Macron a surgi sur les centres de ce que François Bayrou avait vu faire, le centre pour le rassemblement. Mais Macron est parti d'un autre côté, de la gauche, il a immigré vers le centre en prenant et à la droite et à la gauche pour pouvoir se propulser. Il a bénéficié vraiment de beaucoup de chance, parce que la droite classique qui était au pouvoir, parce que c'était à la sortie de François Hollande. François Hollande, c'est la gauche socialiste. Oui, mais Sarkozy voulait se relancer, ça n'a pas marché. Fillon a été balayé à la dernière minute avec des scandales.
Et Hollande, qui n'avait jamais été élu député à l'Assemblée nationale, je crois qu'il n'avait jamais été réellement un élu, n'a pas eu le culot de continuer et de se présenter. Il a cédé le pas et c'est comme ça que Macron est sorti de l'eau, mais avec un rassemblement de la droite et la gauche. Il a laminé les partis classiques de la gauche et de la droite pour constituer quelque chose. Mais ça, c'est limite. Et aujourd'hui, ce n'est pas le premier mouvement qui secoue. C'est-à-dire que c'est toute la problématique qui s'oppose entre la légalité et la légitimité. Tous les candidats ayant été écartés, il ne restait que Marine Le Pen, qui n'arrivait jamais à percer le plafond de verre. Et donc, il se trouvait en terrain conquis. La droite se liait à lui. Tout le monde, c'était tout sauf le RN. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Donc, il jouait sur du velours. Il est devenu président. Mais regardez, quand il est devenu président, regardez le mouvement des Gilets jaunes. Ça n'a pas atteint ce qui se passe actuellement en violence, mais c'était quand même un mouvement très très long et un mouvement qui s'était installé dans la durée. C'était même très violent. Hein, ah bon. Donc, très violent. Maintenant, en plus de ça, il y a un émiettement du front social. Vous avez divers syndicats qui sont affiliés à des partis politiques qui n'arrivent pas à faire l'unité, contrairement à l'Allemagne, en Angleterre ou à l'Allemagne, où il y a IG Metall qui est un syndicat très très fort, et il y a moins de grèves parce qu'ils sont unis et que quand eux ils veulent gréver, il y a des orientations qui sont données, qui sont respectées. Mais en France, c'était devenu la maladie de la grève. Tous les jours, ils sont en grève, tous les jours, un syndicat, tout. Voilà comment Mais ensuite, le troisième point que je voulais dire, donc c'était politique, c'était social, maintenant c'était économique aussi. La France, depuis Maastricht, après les 30 glorieuses qu'ils ont dit, la France n'a jamais pu se maintenir sur le plan économique. Sur le plan économique, ils n'ont jamais pu tenir les critères de Maastricht et notamment le critère de 3%, pas plus de 3% du déficit public. Ils n'ont pas pu tenir. Je me souviens qu'ils sont toujours à revendiquer pour qu'on rehausse ce seuil. Et d'autres problèmes économiques. Mais ensuite, ils ont vendu des fleurons de l'industrie tels que... surtout au profit des États-Unis. Des États-Unis, j'ai oublié le nom. Les États-Unis contribuent à désindustrialiser l'Europe. Et donc, Macron même a participé à la vente de ces fleurons-là. Donc, ils se sont désindustrialisés avec les critères de Maastricht où il y a un paiement un seuil minimum de rétribution et des normes qui sont établies. Mais les industriels sont partis. La France est le pays en Europe où les industriels payent le plus d'impôts. Donc, ce n'est pas fait pour rester. Oui. Donc, sur le plan industriel, encore que, à partir de ce moment-là, avec lui, déjà depuis Macron et depuis Hollande, le véritable coussin qui supportait l'économie française, c'était l'influence de l'Afrique de l'Ouest qui commençait aussi à s'amenuiser. Et donc, les vieux dinosaures qui étaient là, qui avaient tenu la France à bout de bras, qui avaient commencé à disparaître. Et il y a des jeunes générations qui sont venues. Et dans la gestion de ce problème-là, ils ont commis des impairs. Macron a commis des impairs. Moi, je connais le Malien, en fait, tel que je connais le Malien, c'est un homme du juste milieu. Si au départ, quand les coups d'État avaient eu lieu, je pense que si Macron avait dit aux autorités militaires de la transition, bon, écoutez, maintenant je crois qu'il y a trop de problèmes, est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour redéfinir les bases de notre coopération? Ça aurait mieux passé. Oui, mais les erreurs de Macron profitent en tout cas à l'éveil de notre population. Vivement d'autres erreurs à venir d'Emmanuel Macron. Mounokotouali, les causes, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que c'est à quoi nous avons assisté, c'est une vraie anarchie, c'est même pas la révolte. La révolte, c'est même de les respecter un peu.
Oui, effectivement, vous faites bien de poser ce sujet d'actualité, même si c'est très loin de nous, mais par rapport à certaines réalités, on ne peut pas ne pas jeter un regard là-dessus. Effectivement. Et je voudrais ici saluer la pertinence d'analyse du doyen qui a tenu compte de la dimension du rapport politique, des rapports de force au niveau politique entre le pouvoir au niveau de l'Assemblée, la majorité au niveau du Parlement et la majorité au niveau politique, c'est-à-dire gouvernemental. Donc quand on est au pouvoir, désormais, comme cela se fait, il faut que celui qui est au pouvoir ait aussi les mains libres. Or, s'il n'a pas au niveau de l'Assemblée, il n'a pas la majorité, il va lui être affecté un Premier ministre, lequel Premier ministre, comme il a bien dit, ne peut pas forcément adhérer au projet de société à la faveur duquel ce dernier est élu. Bien, donc cette analyse est pertinente. Mais ce qui sur quoi je vais rebondir, c'est le cri des citoyens français. C'est ça aussi la réalité, parce que la France vit une crise profonde aujourd'hui. On a connu des crises en Europe, ce n'est pas une première fois. L'Italie a connu une crise, l'Espagne en a connu, et le Portugal. Portugal, mais surtout l'autre, non, celui la Grèce. La Grèce qui a été même portée à bout de bras pour être sauvée. Et donc, aujourd'hui, si on fait attention, c'est vrai, il y a la dimension politique, mais il y a beaucoup plus l'économie, la crise, le social qui est menacé au niveau des citoyens français. Et ça a été beaucoup plus mis dans les revendications. Quand on demande à ce que le président démissionne, parte, et que tout le monde se mette dans les rues et dise ce qu'il ne pouvait pas dire, cela suppose qu'ils en avaient marre. Et ils ont ce courage de le dire, ils l'ont manifesté. Ça a entraîné, certes, le départ d'un Premier ministre, même si le nouveau est venu, mais celui-là n'a pas encore déballé sa vision, n'a pas encore dit exactement ce qu'il entend faire pour pouvoir gérer la situation, parce que c'est une situation de crise qui est là. Les Français vivent, il a même dit, les entreprises en souffrent, mais on peut aussi dire, est-ce que ce n'est pas la conséquence négative de la crise qui oppose actuellement l'Ukraine et la Russie, parce qu'il y a eu problème de gaz. Et à un moment donné, il y a eu problème de gaz et autres produits qui étaient mis sous sanction, qui ont obligé les pays européens à trouver des mécanismes pour se justifier. Est-ce que ça n'a pas porté, parce que les conséquences ne sont jamais immédiates, hein, surtout au niveau économique, ce n'est jamais des conséquences immédiates. Ça vient petit à petit, quelques années aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine et la Russie, si on n'exagère pas, ça peut faire aujourd'hui 3, 4, 5 ans. Et donc, cela pourrait aussi impacter négativement sur l'économie française, et je pense que ça peut être l'une des raisons qui a mis ce pays presque à genoux, parce que là où on est, et on parle de pays qui est à genoux, parce que c'est difficile à dire. Vous avez fait allusion aux Gilets jaunes dans leur revendication il y a de cela quelques années, mais ce que nous avons vu hier, c'est-à-dire dans ces derniers jours, c'est terrible. Il a même dit, mais je ne crois même pas que ça soit une des revendications, mais on était dans une logique où on pourrait même imaginer qu'à un moment donné, d'un moment à l'autre, le pouvoir allait tomber. D'un moment à l'autre, le pouvoir allait tomber. Mais évidemment, tout compte fait, quel que soit, ils ont eu la retenue, les trucs, la police et les manifestants, on a vu tout ce qui s'est passé. Moi, je crois plutôt que le citoyen ne se sent plus en sécurité au niveau économique, au niveau finance. Le quotidien est difficile à gérer. Et quand le quotidien est difficile à gérer, il faut le dénoncer. Moi, je crois que c'est aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, il y a la dimension politique, ça, je suis tout à fait d'accord. Et au niveau social, mais économie sociale, là, c'est lié. Quand l'économie ne va pas, ça va impacter négativement sur le social. Et par voie de conséquent, il va y avoir des voies. Et on est dans une logique maintenant pour dire, est-ce que, vous l'avez même dit, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des pays africains, où la France faisait tout pour renflouer ses caisses, avait tous les moyens pour s'enrichir, avait tous les moyens pour avoir... Est-ce que la France aussi n'a pas perdu certains de ses leviers qui aidaient à ce que on soutienne le Trésor français, a toujours été soutenu par
Si vous voulez, on prend le franc CFA, on prend les transactions entre les pays africains et les autres, il faut passer par la France, il faut transiter par là. La notion de déjà dit que non, attention, nous autres, on va directement gré à gré avec, même si on n'est pas, le CFA encore là, il joue sous son rôle, mais quand même les notions de relations économiques commencent à porter un coup. Est-ce que tout cela n'a pas aidé, c'est-à-dire la crise au niveau de la Russie et l'Ukraine, donc le problème des gaz dont j'ai fait mention, et au niveau des pays où la France avait ses mêmes mises et pouvait gérer, même si pour étouffer certaines crises, pouvait tout de suite prendre l'argent par-ci par-là, est-ce que ces leviers-là ne sont pas aujourd'hui en déphasage? Est-ce que ces leviers-là existent encore? Je prends l'exemple des gens à l'époque de Houphouët-Boigny, par exemple, ou de Mobutu Sese Seko, pour ne citer que quelques-uns, où la France pouvait à tout moment demander, donc, apportez-nous ceci, apportez-nous cela. Ah, surtout Bongo. Oui, Bongo. Est-ce que ces leviers, je n'ai pas su votre contrôle, parce que techniquement, vous avez bien démontré, mais moi, je dis, il doit avoir une raison, même si on ne l'a pas officiellement dit, mais qui pourrait aussi justifier le fait qu'aujourd'hui, le citoyen français ait des difficultés. Et cette difficulté-là, l'économie française n'est plus comme elle était hier. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Donc, quand l'économie n'est plus... On peut se dire, ben, comment l'économie fonctionnait? Quand elle était en bon point, elle se basait sur quoi? Et quand l'État devrait avoir des difficultés, comment il faisait pour étouffer ces difficultés-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les données n'ont pas changé? Évidemment, la réponse doit être, de mon point de vue, oui, les données ont changé, tant au niveau même européen, les choses ne sont plus les mêmes choses, le langage n'est plus le même. Au niveau de l'Europe, vous avez vu à un moment donné, quand l'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne, ça a eu un impact, ça a eu un effet, parce que l'Angleterre faisait partie, et faisait partie des puissances qui soutenaient aussi ce côté. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la question que vous avez posée, et le doyen a plus ou moins répondu à cela, est-ce que ça n'a pas atteint des limites? C'est ce que je voulais peut-être un peu compléter, oui, parce que je n'avais pas fini, avec le truc. Ok, allez-y. Sur le plan politique, il y a un blocage. Oui. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça. Ce qui fait qu'il retombe automatiquement dans le parlementarisme honni par le général de Gaulle, qui a fait les mauvais coups de la Troisième et de la Quatrième République. C'est justement pour éviter cette instabilité chronique à l'Assemblée que le général de Gaulle avait choisi un régime semi-présidentiel. Or, ils en sont là aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont dans un parlementarisme qui ne dit pas son nom. Or, à ce jeu, les Anglais, les Anglo-Saxons sont plus pragmatiques. Eux, c'est des négociateurs. Ils sont pragmatiques parce qu'ils reconnaissent la réalité et cherchent à négocier. Mais les Français n'ont pas ils sont tous sauf pragmatiques. C'est des idéalistes qui sont là, qui vont se livrer à ce petit jeu de faire chuter le gouvernement, comme ils l'ont fait dans la 4e République. Et chaque gouvernement qui se met en place va chuter. Ils en sont là. Donc, la 5e République est arrivée à ses limites. D'où, logiquement, organiser de nouvelles élections présidentielles qui pourra peut-être drainer une majorité par la suite. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils ont les limites. Maintenant, pour ce qui concerne le renversement, leur économie, leur base, ils n'ont pas changé de logiciel. C'est pourquoi les pays anglo-saxons s'en tirent mieux qu'eux, parce que leur base reposait sur l'Afrique. Ça est en train de leur échapper. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qui ont fait qu'aujourd'hui, tout explose. Et surtout, il y a un facteur très intéressant qu'on n'a pas souligné. C'est de multiples facteurs. Un facteur, c'est l'intégration des étrangers qui viennent en France. Il y a tellement d'étrangers qui sont venus, ils n'ont pas su intégrer comme en Allemagne, moins bien qu'en Allemagne ou en Angleterre. En Angleterre, oui. Ils ont beaucoup de migrants, mais ils n'ont pas su intégrer ces migrants dans l'économie. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes qui a perduré
Et ça explose aujourd'hui. Ce n'est pas une seule cause, il y en a plusieurs. Ok, il y en a plusieurs. Et nous restons un peu avec les causes. Il y a peut-être, nous sommes aussi interpellés à certains niveaux. Nous, pays de l'Est, vous avez si bien parlé de l'Afrique qui est en train d'échapper du contrôle, ou en tout cas de ce qu'on appelait, ce comportement impérialiste qu'on appelle zone d'influence, que l'Afrique échappe de plus en plus à l'impérialisme français. Et quand on parle de l'Afrique, on parle principalement des 3 pays de l'AES. De l'autre côté, vous aviez évoqué, quand vous étiez en train d'analyser d'ailleurs, la part de la Russie. Parce que n'oublions pas, même en 2024, la France a acheté beaucoup plus de gaz avec la Russie. Et les gaz, et je sais pas, beaucoup d'autres ressources énergétiques, ça continue. Et la France a perdu. Quand on parle de l'Est, de la Russie, nous savons que le mix énergétique de la France est surtout fondé et basé principalement sur le nucléaire. Et qui part du nucléaire, part de l'uranium. Qui part de l'uranium, part de l'AES. Et deuxième chose, c'est le gaz et le pétrole. Et de ce côté encore, il faut parler de la Russie. Moloko Toali. Est-ce que l'Est et la Russie n'y sont pas pour quelque chose? Si est-ce la France avait une bonne santé économique, est-ce qu'on allait voir au grand jour toutes ces contradictions politiques aujourd'hui? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Je disais que la France est arrivée à un moment où l'économie n'est de plus la politique française. Parce que c'est lié, hein, pour qu'une politique puisse être mise en exergue, il faut les moyens. Oui. Voilà. Et donc, ces moyens, quand vous faisiez allusion, on sait quand même que quand on parle de gaz, c'est la Russie. Quand on parle de l'uranium, c'est le côté de l'Afrique de l'Ouest, ici, avec le Niger, par exemple, qui, la France, avec groupe Areva et tous ceux qui voilà, et tous ceux qui s'en suivent, en profitaient. C'était même du pillage. Voilà. Et donc, j'ai dit, les lignes ont changé. Quand les lignes changent, ça impacte négativement comme positivement. Mais ici, on est dans un contexte négatif. Pourquoi? Parce que hier, la France pouvait étouffer ces crises économiques. Qu'on mette la main sur le cacao, qu'on mette la main sur le café, qu'on mette la main sur le diamant, qu'on mette la main sur l'or et autres produits que le pétrole et autres, ça aidait toujours. Mais il y a eu une dynamique. On est dans une dynamique aujourd'hui où les yeux sont ouverts. Et d'ailleurs, si hier, à Katimini, on pouvait les aider, comme l'exemple de Feu Kadhafi avait aidé la France, n'est-ce pas, à un moment donné, par rapport à la situation, même si c'était dans un contexte d'élection, Kadhafi avait été utile. Il a fallu qu'il meure ou il y ait des contradictions pour que ça soit mis au grand jour. Mais on a toujours vu la France qui a aidé à survivre en faisant pression sur ces colonies. Parce que il faut appeler ça colonie, parce que jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est bientôt 5 ans que le discours a changé. Bientôt 5 ans que les Africains disent non, il faut revoir les choses. Pour ne pas dire 10 ans ici, qu'on a la remise en cause de France-Afrique, toutes les philosophies France-Afrique. Quand on parle de France-Afrique, c'est tous les mécanismes qui aident à ce que la France ait la même mise sur tout ce qui est économie, ressources et autres. Est-ce qu'on est encore dans cette dynamique? Je ne crois pas. Et la crise au niveau de la Russie avec l'Ukraine, les pays de l'OTAN en ont pris aussi en ont eu les conséquences. Parce que avec le gaz à un moment donné a eu un coût. D'ailleurs, pour appuyer un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ils achètent aux États-Unis aujourd'hui 3 fois plus cher le prix du gaz qui voilà, oui, acheté à la Russie. Le GML. 3 à 4 fois. Mais c'est bien dit. Et ça c'est la politique américaine. Et je le disais la dernière fois, j'ai dit l'Amérique a cette stratégie de savoir profiter des conflits. Les 2 guerres mondiales. Vous l'aviez tout en dit d'ailleurs. Voilà. Et donc, les États-Unis savent profiter des crises pour se rehausser. Et donc, ce qui était payé facilement hier, moins cher, comme vous le disiez, au niveau de la Russie, les donnes ont changé. Ce n'est plus moins cher. Parce que la crise étant là,
On ne peut plus avoir accès facilement au gaz comme hier au niveau de la Russie, comme cela se passait. Même si hier les yeux étaient fermés, la Russie aussi peut se dire, ben, on est partenaire, mais c'est partenaires qui soutiennent aussi celui qui me combat. Je suis en conflit avec quelqu'un et vous le soutenez. Et vous avez des relations commerciales avec moi. Si mon argent peut vous aider à fournir des armes, les moyens à mon ennemi, les données changent. Est-ce que vous comprenez? Donc hier, si j'étais ouvert à donner gratuitement, je peux restreindre, même si je dois donner gratuitement. Or ici, la question fondamentale, c'est que le contrôle du gaz échappe aujourd'hui. Parce que ça devient un élément sensible aussi également. Et il y a la notion du gaz. Vous dites que vous avez fait le cas des États-Unis qui leur en vendent très cher. Mais il fallait s'attendre à ça. J'ai toujours dit les États-Unis, aujourd'hui, par rapport à la crise qui oppose, même si ce n'est pas ça le sujet, qui oppose l'OTAN, les pays de l'OTAN, donc l'Europe et la Russie, qui est aujourd'hui la vedette? C'est les États-Unis qui règlent. On a vu hier le président américain et le président russe pour s'attendre afin que le président ukrainien puisse accepter que la crèche, il puisse reconnaître que il est faible face à la Russie pour qu'on puisse demander à la Russie de mettre balle à terre et aller à la négociation. Mais accepter qu'il est en position de faiblesse. Oui, mais c'est ça que l'autre a dit. Mais Zelensky refuse ça. Trump lui a dit, mais il n'a pas refusé parce que à un moment donné, il lui a dit de ne plus venir à tenue militaire. Est-ce que vous comprenez? Il a même dit qu'il n'a pas les cartes. Et après, l'autre rencontre, il était bien costumé. Il s'entête. Donc, poussé par Macron. Oui, justement pour ne pas trop aller... La France a perdu et est en train de perdre ses vieux leviers de ses ressources, de sa survie. Parce que la vie de la France se joue aussi là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit, beaucoup d'experts, beaucoup de politiques pour dire si nous perdons les pays francophones, c'est-à-dire les zones francophones, que la France perd, la France va économiquement souffrir. Vous avez parlé de ceux qui ont fait le déplacement en France, qui n'ont pas été intégrés dans le tissu, dans l'économie, qui n'ont pas été pris. Oh, c'est une valeur, c'est une force. Mais s'ils ne sont pas intégrés, ils ne peuvent pas être productifs au même sens, au vrai sens du terme. Et s'ils ne sont pas productifs, ça va aussi impacter négativement sur la rentabilité du pays. Tout est lié. Au niveau des pays de l'AES, quand vous le dites bien, on est dans ce contexte précis aujourd'hui, les pays de l'AES, même si hier, la France, on a vu les accords qui ont été dénoncés, même si ça a été dénoncé au niveau militaire et autres, mais il y avait des marchés facilement qui étaient obtenus quand certaines sociétés françaises pouvaient venir au Mali, pouvaient ou bien au Burkina Faso ou au Niger ou dans d'autres pays avoir facilement les marchés. Les données ont changé. Les groupes Bolloré et autres aujourd'hui ne sont plus accueillis comme facilement comme ils étaient accueillis hier. Vous comprenez? Il y a des sociétés qui étaient bien implantées dans certains pays africains aujourd'hui. Même leur truc pétrolier, Shell ou Total, pour ne citer que ces deux, les gens ont le regard sur eux. Il faut peut-être même dire que certains, pour être un peu terre à terre, dans l'exercice même, les gens préfèrent aller, ceux qui vendent, les petits revendeurs, les petites stations, les gens préfèrent aller là-bas dans les stations privées que aller beaucoup plus chez Total. Voilà. Vous comprenez? Donc tout est lié. Tout est lié. On est aujourd'hui dans une dynamique où la France, si elle ne l'a pas encore dit, mais elle est en train de le sentir, de regretter. Vous avez dit son approche pour dire il y a la crise, il faut qu'on se retrouve, on discute. Vous l'avez dit que au niveau du Mali, vous connaissez le Malien, donc il y a la dimension médiane. On s'est tiré là-dessus. Le président français demande aux autorités des pays là, venez, on va discuter, on va se comprendre. Il se serait compris, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas ce côté, celui qui a son uranium, il va le gérer comme il veut. Celui qui a d'autres matières, il va gérer ça comme il le veut et ça va impacter négativement sur la France. La France, le problème de France n'est pas simplement lié, ce n'est pas simplement un problème politique.
si c'est la dimension politique, ce qu'on a vu hier dans les rues, c'est pas ça. Les gens parlent de leur social, leur avenir, le devenir de leurs enfants. Ils ne savent pas. Jusqu'à aujourd'hui, les gens s'interrogent. Même les vrais spécialistes des relations France-Afrique s'interrogent et voient plutôt une suite obscure pour la France qu'un espoir qu'ils avaient hier. Parce que leurs données ne sont plus... On a parlé de Mobutu. Si on fait le débat sur la France, il faut toujours recourir au passé. Mobutu, Houphouët-Boigny, et d'autres... Et Adema. Et Adema, et autres, qui pouvaient, avec un coup de fil, dire, amenez-nous quelqu'un, on vous donne de l'argent, gérez vos pays, en attendant que les nôtres souffrent. On en a vu. Ce n'est pas une première. Mais aujourd'hui, dans le contexte où on est dans un autre paradigme, où les cerveaux sont éclairés aujourd'hui, on est dans un autre paradigme. On est aujourd'hui, si même demain, il peut avoir élection au Burkina, au Mali, ou au Niger, ou en Côte d'Ivoire, ou à partir. Mais je vous dis, général, on n'aura plus la même perception des relations France-Afrique. Parce que l'idée de domination commence à fuir petit à petit des cerveaux des dirigeants africains. On en a vu même le Sénégal, au niveau du Sénégal, avant même de prendre les rênes, mais le discours qui est tenu était tellement panafricaniste que tout le monde a dit ça peut changer, même si ça n'a pas changé. Mais la France a une conscience pour dire je perds ma zone d'influence. Et au détriment de qui? Parce que aussi, la France craint que la Russie lui arrache la vedette dans ses zones d'influence. Et moi, je crois que la France aura, dans les prochaines années, ses yeux pour pleurer. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Doyen, nous revenons vers vous. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un grand village interplanétaire. Tout est lié d'une manière ou d'une autre. Nous savons que le Premier ministre désigné par Emmanuel Macron pour remplacer à François Bayrou, c'est Sébastien Lecornu, qui est son ministre des Armées. Donc, qui a, d'une manière ou d'une autre, il a les mains et les pieds dans la politique agressive de la France contre nos États. C'est lui qui a été désigné comme Premier ministre. Nous savons aussi que les partenaires russes et d'autres journalistes indépendants ont pu démontrer, d'ailleurs nous avons même vu certains documentaires, que l'Ukraine aide, la France utilise l'Ukraine pour armer les groupes armés terroristes à partir de la Mauritanie. Et là encore, c'est très dangereux. Une telle politique, ça peut se faire sans le ministre des Armées, actuellement devenu Premier ministre. C'est inquiétant. Autre chose encore, nous savons que pour remplacer le gaz russe, ces gens sont en train de compter sur les gazoducs transsahariens qui doivent partir du Nigeria, traverser le Niger pour atteindre l'Algérie. Là encore, c'est un problème. Ils ne veulent pas renoncer à ça. Et nous savons aussi que la France compte en tout cas de se relancer en se basant sur l'énergie nucléaire. Et là encore, c'est l'uranium. Et c'est pour pallier, pour essayer en tout cas de satisfaire un peu les déshydratants économiques de la France. SLS ne doit pas se préparer durement. Et s'il n'y a pas une menace réelle que la France va utiliser contre les pays de l'Est, et surtout si nous savons que les médias français, tels France 24 et autres aujourd'hui, sont en train de donner une connotation politique aux groupes armés terroristes. SLS n'a pas raison de craindre quelque chose ou même mieux se préparer à quelque chose. Absolument. Il est vrai que l'AES et la Russie sont aussi pour beaucoup dans la crise française. Parce que Bruno Le Maire avait promis de renverser l'économie russe en 2 mois. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Malheureusement, ils ont échoué sur ce front. Macron continue toujours à taper sur la même pointe, même s'il n'arrive pas à avancer. Et il s'est mis au devant de quelque chose qui le dépasse. Aujourd'hui, la Russie a contourné et a fauché l'herbe sous le pied de la France en Afrique. Vous vous rappelez, les accords coloniaux comportaient une partie. Les 11 accords coloniaux. L'exploitation de nos ressources était conditionnée. Il y avait la priorité à la France. Et si seulement la France n'en veut pas,
En ce moment, d'autres pouvaient prendre. Mais on ne pouvait pas amener. Pensez-vous qu'on peut amener le Canada ici pour exploiter sans l'accord de la France? Non, pas possible. Donc, s'ils viennent pour exploiter et qu'ils nous disent on va vous donner 20% du bénéfice net, est-ce qu'il n'y a pas un sous-contrat entre eux et la France pour leur avoir accordé l'exploitation, pour qu'on leur donne, on leur attribue automatiquement une partie du bénéfice net aussi à la France? Clair et net. Donc, on n'est pas sorti parce que c'est la France qui pouvait donner nos ressources, autoriser l'exploitation de nos matières premières. À ce titre, rien qu'en faisant l'intermédiaire, ils pouvaient avoir des montants. Mais nous, on ne le saura jamais. Peut-être bien après. Donc, autant nous sommes impliqués dans cette affaire, autant Macron a la même volonté et tous les jours, il veut enfoncer la porte. Avec la Russie, c'est la même chose qu'il veut faire avec nous. Il veut reprendre le statu quo. Il n'a pas l'idée de changer les paradigmes de son économie pour s'adapter. Non, il veut revenir à l'ancienne. Et pour y revenir, il n'a pas d'autre moyen que les leviers militaires. Et je vous ai dit ici, il ne faut pas se leurrer, ils ne vont pas abandonner. Parce qu'il y va jusqu'à ce que Macron parte, on aura des problèmes. Jusqu'à ce qu'il parte, on aura des problèmes. Maintenant, quand il y a un nouveau président, peut-être que lui pourra réorienter ses relations et essayer d'arrêter l'hémorragie. Mais je ne vais pas vous couper. Moi, j'ai toujours, nous pensons que cette posture impérialiste de la France, ce n'est pas dû à la personne d'Emmanuel Macron, c'est dû surtout à leur État. Leur État a toujours été comme ça, depuis De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande. Ils sont tous les mêmes. Même après Emmanuel Macron, ça va continuer. Est-ce que c'est vraiment la personne de Macron? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que cette fois-ci, le nouveau président qui va venir aura, je crois, il va s'apercevoir qu'il faut changer les paradigmes de l'économie. Qu'il ne faut plus compter seulement sur... que les entreprises françaises ne doivent pas compter sur... Leur compétitivité ne doit pas reposer sur les matières premières à bas coût de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne pourront plus l'avoir. Et donc c'est une réalité. Si ce problème fait partir Macron, ou même s'il arrive à tenir en dépit de ce que veut l'esprit de la Constitution, s'il arrive à tenir, il va s'en sortir avec beaucoup de plumes, il va perdre beaucoup de plumes. Et celui qui va venir, cette fois-ci, ils sont devant le mur. Ils ne peuvent faire aucun programme qui ne tienne pas compte du fait qu'ils ont perdu l'Afrique. S'ils doivent revenir et rester en Afrique, c'est en se battant sur le même pied d'égalité que tous les autres postulants. Et ils vont perdre un peu, on les connaît, ils nous connaissent, il y a la facilité de la langue, mais même là, ça ne jouera plus beaucoup. Parce que plus le temps s'éloigne, plus on est braqué contre eux. Ok. Merci, doyen. C'est des scénarios. Je sais que vous allez ajouter quelque chose. Justement. Est-ce que celui qui vient après Emmanuel Macron, il faudrait espérer quelque chose de lui? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est la politique de leur État. Et ils sont comme ça. C'est à nous de savoir les sévrer tout simplement. Oui, moi, je suis dans la même logique que vous. J'ai toujours dit que la politique française ne changera pas parce qu'elle est conçue ainsi. Ceux qui viennent animer la gestion ne sont que des gens qui vont appliquer à la lettre, parce qu'aucun Français au pouvoir n'accepterait de perdre toute l'Afrique de l'Ouest, de perdre l'Afrique francophone. Pourquoi la philosophie de francophonie partout? Ce n'est pas par hasard. La France guette et gère ses ressources, ses intérêts en Afrique. Et donc, quiconque viendra, mais ce qui est peut-être important à dire et qui peut aller dans le sens du doyen pour dire que oui, compte tenu du fait que les Africains ont changé de mentalité, n'ont plus la même perception du pouvoir, de la hiérarchie française sur celui qui est soumis, des rapports de partenariat vont donc changer, étant entendu que hier, ce n'était pas rapport de partenariat, c'est la France qui disait faites ça, faites ça, faites ça. Désormais, ils auront en face d'eux des interlocuteurs
c'est-à-dire des chefs d'État interlocuteurs qui peuvent dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est en cela que c'est la nécessité de penser ou d'admettre que celui qui viendra après, parce que Sarkozy a été très dur en tuant Kadhafi, en envoyant Laurent Gbagbo, en le renversant. Macron a compris, il a un peu, mais il n'a pas été trop rude comme Sarkozy. Ça, on peut l'admettre, même s'il n'a pas changé. Non, mais il a échoué, sinon il voulait être très rude. C'est ce que j'ai dit. Il y a une tentative d'assassinat contre la première institution du Mali lors d'une fête de Tabaski. Il y a une tentative d'assassinat. Et au Burkina, je pense qu'il y a des tentatives. Au Niger, il y a aussi des tentatives. Seulement lui, il a échoué parce que les Africains ont atteint un autre niveau aussi. C'est justement pour donner raison, mais là, je donne l'approche du doyen qui me semble, de mon point de vue, logique. C'est-à-dire, Sarkozy était flagrant. Il le disait même. Quand il ne t'aime pas, il te le disait. Il disait même, il va te renverser. Il était arrogant. Et à l'arrogance, il n'avait pas de mesure. Contrairement à celui qui est là, Macron. Macron, il est aussi vulgaire. Ça, pour l'expression, le respect que j'ai pour tous les citoyens français, mais il a aussi ce côté vulgaire quand il parle. Mais la réalité est que tant que les Africains n'ont pas pris leur responsabilité de dire nos biens nous appartiennent, nous allons en partenariat travailler. La France ne changera pas. Et je ne crois pas que c'est un chef d'État français nouveau qui puisse changer, puisque même la question du franc CFA, loger l'économie, les restournes, ou bien les retombées ou les bénéfices logés dans le trésor français, quand est-ce que ça va être rapatrié? Quand est-ce que ça va nous revenir? Quand est-ce qu'on va avoir cette autonomie? Quand est-ce que nous pouvons avoir la monnaie qui nous appartient, qui ne passe plus par la France, ou au niveau de la gestion, on ne peut plus avoir la présence d'un expert français ou un décideur français qui va avoir ce qu'on appelle le veto, droit de veto sur un certain nombre de responsables africains. Il y a des problèmes de fond, c'est multiple. Et la France, je ne crois pas qu'elle puisse changer si on n'y oblige pas. L'exemple est très simple. Si les autorités maliennes, pas qu'on les applaudisse, qu'on ne les applaudisse pas, mais qui ont quand même, avec cet esprit de militaire, dit, nous on prend le courage, on dit ce que le citoyen ne peut pas dire. Parce que si c'est un citoyen qui était au pouvoir, les accords de la France ne seraient pas, les accords ne seront pas dénoncés, ne seraient pas dénoncés. Vous parlez d'un civil? Si c'est un civil qui était au pouvoir, ces accords ne devraient pas être dénoncés dans ce contexte. Mais les militaires ont osé. Et donc, la France est consciente que les choses vont changer en Afrique. Même les différentes élections, si la France perd à ses hommes, je prends l'exemple terre à terre ici, je ne crois pas, mais c'est peut-être un souhait. Si Ouattara n'est plus demain président de la Côte d'Ivoire, vous conviendrez avec moi que le langage changera. Les rapports changeront. Les choses iront autrement. Parce que, qu'on le veuille ou non, jusqu'à aujourd'hui, la France a son grand élément au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et ce grand élément, c'est bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Le président, qu'il y ait mis, que ça soit Sarkozy et autres. Donc, il faut que les États africains, les dirigeants africains aient le courage de dire nous devons changer. C'est là le discours qui est tenu, qui a développé trois aspects. Le doyen l'avait décrypté la dernière fois, trois éléments, c'est-à-dire notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires. De nos partenariats et la prise en compte des intérêts. La prise en compte des intérêts. Ce langage-là, même si les Maliens, mais il était murmuré partout en Afrique, mais qui pouvait le dire haut et fort? Maintenant, c'est constitutionnel au Mali. C'est ce que j'ai dit. Voilà, Dieu merci. Donc, il y a une logique nouvelle. Vous avez parlé de changement de paradigme. Et on est dans cette dynamique. Et c'est là qui va certainement obliger les futurs dirigeants français à savoir échanger. Mais justement, c'est ce que je... Voilà. En fait, moi j'ai pris le problème par un bout. Mais en réalité, que le prochain président le veuille ou pas, avec la situation de l'AIS, dont les manifestations vont faire effet boomerang, ils sont obligés. C'est nous qui allons les obliger à changer de paradigme. Mais c'est ce que nous disons. Voilà. Hein? C'est ce que j'ai essayé de dire. Quand je dis le prochain président français va changer,
il ne changera pas pour changer parce que ce n'est pas pour son plaisir. Mais c'est nous qui imposons ce changement-là. C'est ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord. Là, le Sénégal, qui disait on va faire pas de rupture brutale, il faut. Mais c'est parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont ouvert là, ont offert leur poitrine. On a pris tout en plein boom. Et les Français comprennent que si on ne fait pas attention avec le Sénégal, à leurs revendications, ils vont suivre le même chemin. Donc ils vont commencer à lâcher du lest au niveau du Sénégal. C'est pas le Sénégal. Beaucoup de pays vont profiter du fait que nous ayons été les premiers de cordée et que c'est nous qui avons pris toute la charge. Ce grand risque. Voilà. Mais eux, ils vont en profiter. C'est un sentier qui est déjà déblayé. Ils vont nous suivre simplement. Parce que les Français comprennent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas rester. C'est l'autre là qui est carré dans sa façon de comprendre les choses. Il est tellement engagé qu'il ne peut pas reculer aujourd'hui. Macron. Il est tellement engagé sur ses fronts qu'il ne peut pas. Il croit toujours à cette solution. Oui, parce qu'il a un rêve de devenir plus tard président de la Commission de l'Union européenne. Mais même ça, c'est parce que aussi, comme on dit dans les coulisses, c'est l'homme des grands industriels. Et là aussi, il est tenu de ce point de vue. Maintenant, quand nous, on a déblayé le chemin, ça devient plus facile pour beaucoup de pays qui ne se seraient jamais engagés à ça. Je prends exemple sur un de nos dirigeants qui a dit que des présidents les ont approchés pour leur dire « vous êtes sur le bon chemin ». Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est nous qui allons au casse-pipe, c'est le président au casco, voilà, qui l'a dit. Ibé qui l'a dit, parce qu'ils nous suivent. Quand nous, on s'en sort, ils vont emprunter le chemin. C'est ce que le Sénégal fait en pensant qu'ils sont plus intelligents, plus diplomates. Non, nous, on a tracé le chemin, ils sont en train de suivre. C'est les effets boomerang qui font qu'eux aussi peuvent obtenir quelque chose. Quand ils disent non, ils ont le courage de dire non, ils ne subiront pas la même chose que nous. Oui, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais il faut peut-être aussi comprendre le Sénégal. J'ai dit, aucun civil à la tête d'un État africain ne peut tenir de cette façon si ce n'est pas militaire. Non, attendez, là je ne suis pas peut-être d'avis avec vous. C'est une question de patriotisme tout simplement. On a vu des civils réellement patriotes qui se sont engagés corps et âme, tout comme on a vu des militaires très patriotes. On a vu aussi des deux côtés des civils vraiment traîtres qui ont vendu même leur pays, tout comme on a vu des militaires aussi en Afrique. Mobutu était un militaire quand même. Oui, mais c'est ce qui fait la richesse de ton émission. Tu aimes vraiment pousser. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand je dis aucun civil... Même Eyadema au Togo était militaire. C'est pourquoi je dis, si je dis aucun civil, l'exemple civil qu'on peut donner en Afrique de l'Ouest, c'est Laurent Gbagbo. Il a tenu tête. Est-ce que vous comprenez? Mais où il s'est retrouvé? C'est pour dire que, au niveau du Mali, pas que les gens soient pro-militaires ou contre-militaires, mais ça a permis de faire un déclic. Et c'est là. Les micros. Ça a permis de faire un déclic. C'est-à-dire le fait d'avoir eu le courage de dire désormais on parle à égal à égal. Ok. Ça c'est un militaire qui parle. Merci. On va aborder la question presque, nous arrivons au terme de cette émission. Mais doyen, oui. Tous les deux, même je dirais même tous les trois, nous sommes d'accord que le modèle français est arrivé à son terme. C'est le déclin. Mais pourtant, nous autres, ce qu'on appelle les anciennes colonies de la France, continuent de copier et d'appliquer les mêmes modèles. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi quelque chose? Cette histoire de régime semi-présidentiel calqué sur la 5e République de la France, c'est surtout ça. Quand vous prenez les différentes constitutions des pays africains, anciennes colonies de la France, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir nous aussi notre modèle de gouvernance, adapter ça à nos réalités à nous? Absolument. Et c'est en cela que la dissolution des partis politiques était réclamée par tout le monde. Parce que même le citoyen lambda savait qu'on est parti, on partait droit au mur. C'est la même situation. C'est la même situation. Nous avons l'esprit français. Nous n'avons pas l'esprit le pragmatisme anglo-saxon nous manque. Ce qui aurait été mieux pour nous aujourd'hui, c'était un régime parlementaire. Mais on a beau donner le régime parlementaire aux Maliens, ils vont prendre leur pouvoir, ils vont le donner au président de la République, qui n'est pas sans pouvoir. Même un président sans pouvoir,
ils vont leur donner tout leur pouvoir. C'est ça le drame. Ils auront quelqu'un en tête qui va assumer tous les échecs et ils seront là à bouffer tranquillement, à faire ce qu'ils veulent. Le régime parlementaire, c'est la négociation constante. Même aux États-Unis, qui a un régime présidentiel, le président n'a pas de mainmise sur le Sénat et le Congrès. Ouais. Non, il ne peut pas. Il faut négocier, d'où des lobbying pour faire des approches et négocier pas à pas. C'est ce qui peut faire mettre. Mais quand vous avez des partis politiques qui se créent sans idéologie politique, qui fusionnent, qui pactisent. Sans même les moyens de leur vie. Non, sans aucun projet. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de projet clair, qui est sous-tendu par une idéologie. Ils vont... je vous ai rappelé le cas d'un monsieur ici qui tirait à boulet rouge sur ATT. Et puis, paf, un jour, il crée son parti politique. Oui. Et il dit qu'il va dans l'opposition. Moi, j'ai dit bravo. Voilà quelqu'un qui a pris son courage à deux mains. Il se situe carrément dans l'opposition. Parce qu'il faut remarquer, même l'ADEMA n'a jamais été dans l'opposition. Ils ne veulent pas l'opposition. Or, l'opposition, c'est le chemin le plus court pour arriver au pouvoir. Donc, il dit, je vais dans l'opposition. Et 2 semaines après, il dit qu'il va rendre une visite de courtoisie à la majorité. J'ai dit à ma femme, mais c'est fini, là. Il a tourné Kazakh. Et ça n'a pas raté. Il a tourné, il est reparti avec chose. Il a fait ce tour-là et il s'est fait valoir et on l'a pris comme ministre. C'est des gens qui ont des parties d'écran, qui sont sur le petit écran. En dehors de ça, ils n'existent nulle part. Ils font tout pour être dans les journaux, sur les petits écrans, l'ORTM ou des choses comme ça. Et puis après, ils se disent on a un parti politique. Ils n'ont rien, il n'y a rien derrière. Et donc, pour qu'un parti politique soit un réel parti politique, il faut d'abord une idéologie qui sous-tend un projet de société. Et si l'autre crée un parti politique avec une idéologie, un projet de société, nous tenons à notre projet de société. En ce moment, si nous nous retrouvons à nécessité de dialoguer, lui, il va voir qu'est-ce que je peux tirer de cette situation pour faire avancer mon projet de société. Et moi aussi, je vais voir qu'est-ce que je peux lui concéder et qu'est-ce que je peux en tirer pour pouvoir gouverner et faire appliquer une partie de mon programme. Mais nous n'avons pas cette culture. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être, pour le moment, nous ne pouvons pas emprunter un régime, le régime, on ne peut pas aller sur le régime parlementaire. Mais il faut réfléchir. Mais on fait quoi finalement? On fait quoi? Il faut réduire, ce qu'on avait dit, c'est réduire les partis politiques à un nombre strict pour éviter cette dispersion. Donc créer au fur et à mesure. Exiger de chacun qu'ils aient une idéologie politique. Pas seulement dire nous sommes sociodémocrates. Non, définir ce que c'est et la ligne politique. Et empêcher les collusions. Et ça, c'est sur des problèmes constitutionnels qui peuvent le régler. On ne va pas migrer faire le voyage, la transhumance entre la majorité et la minorité, des choses comme ça. Ok. Merci beaucoup, doyen. Non. C'est la même question. Oui, c'est la même question. Oui, justement. Il nous faut notre modèle à nous quand même, parce que ce modèle français, c'est pas la peine, c'est de l'anarchie, ça. Moi, je pense que le sujet est tellement important qu'il faut le confier aux universitaires africains, sociologues, historiens. Mais vous êtes un universitaire. Oui, pardon? Vous êtes un universitaire africain. Mais c'est justement. Et donc, ensemble, réfléchir pour dégager une vision de la gestion de l'Afrique. Parce qu'on ne propose rien. Quand on parle de je suis socialiste, c'est quitter où? Je suis communiste, c'est où? Je suis sociodémocrate, c'est où? Et ainsi de suite. Bon. Nous, on propose quoi aussi aux autres? Parce qu'il faut que je suis d'accord que les questions... Je vais même vous renforcer. On voit même certains tellement formés dans les systèmes impérialistes qui nous parlent de gauche-droite en Afrique ici. Voilà. J'ai dit, ça veut dire quoi gauche-droite ici? Voilà. Donc, dans le fond, il faut associer l'expertise qui va aider à dire, bon, pour nos mariages, voici ce qu'il nous faut. Pour la gestion de nos sociétés, voici ce qu'il nous faut. Pour ceci, voici ce qu'il nous faut. Voici ce qu'il nous faut. Voici les limites. Notre jugement, même nos prisons, comment on va faire? Parce que est-ce qu'il y avait prison en Europe avant en Afrique? Est-ce que la prison même existait en Afrique? Non. Doyen, je passe sur votre contrôle. Est-ce qu'on avait la notion de la prison? Il n'y avait pas de prison chez nous. Donc, on doit avoir nos mécanismes
de gestion de nos sociétés. Et cela ne peut pas se faire si on n'y réfléchit pas. Parce que tant qu'on dit, moi je vais être élu, j'ai mon projet de société, dans lequel projet de société, on retrouve carrément ce qui est de l'autre côté. Ce que tout le monde a dit. On va fouiller dans les mêmes livres, on va trouver les mêmes... Mais qu'est-ce qui est propre à l'Afrique? Moi, c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Et il faut qu'on ait un contenu. C'est-à-dire, les Africains proposent quoi en termes d'économie, de la gestion de nos économies. Moi, un jour, j'ai ri avec un ami, j'ai dit non, j'aime trop les maracas au Mali. J'aime beaucoup les maracas. Ah, merci. Oui. Très petit, depuis le petit chef 5 francs, ici, chaussures, c'est un système économique. Il contribue. Comment on peut chercher l'argent? C'est-à-dire les techniques de recherche de l'argent. Donc, il nous faut penser comment nos matières premières, on pourrait donc les gérer, on peut les transformer. Comment? Avec d'autres approches. Comment? Parce que l'Afrique est réelle. Si ce n'est pas aujourd'hui, l'Africain n'avait pas la notion de vendre des terres. On ne vend pas la terre en Afrique. Aujourd'hui, tout est vendu. Mais certaines familles ne pourraient plus, dans peut-être certaines 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, certaines familles ne pourraient plus dormir parce qu'ils ont tout vendu. En Afrique, on se nourrissait de la terre. En Afrique, on n'allait pas sur le marché pour se nourrir. Dans nos villages africains, ce n'est pas au marché on va pour se nourrir. On va au champ. On a les mécanismes, on a tout. Le blanc qui n'a rien, il dit non, j'ai fait jardinage, c'est lui, c'est moi qui vais vous apprendre comment cultiver. Celui qui a la terre, qui est né dans Daba, avec la machette, depuis des années, s'il ne t'a pas appris à cultiver, comment c'est toi qui vas lui apprendre à cultiver? Est-ce que vous comprenez? Donc, il nous faut dégager des mécanismes de gestion au village, les mortiers qu'on a pour piler le riz, les vents qu'on fait pour vanner le riz. Mais c'est des mécanismes, c'est des systèmes qui pourraient aider. On dit non, il ne faut plus dégager votre façon de vous coucher, mais trouver comment on va trouver les lits, comment on va t'amener un matelas, comment on va t'amener ceci, tout ça là. Il faut changer, il faut penser. Donc moi je pense qu'il y a la nécessité d'intégrer les universités africaines, de faire une grande rencontre, ça c'est mon point de vue, et qu'il y ait derrière cela la volonté politique pour amener les intellectuels à penser un modèle africain. On n'a pas de modèle africain. Or, si on a un modèle africain qu'on va proposer, il aura un caractère universel. Quand il a un caractère universel, d'autres compieront aussi sur nous pour pouvoir aller. Notre bachi qu'on mange ici bien. Le couscous. Le couscous. On ne l'a pas préservé. Vous trouverez dans certains pays couscous du côté Europe avec les trucs, même le placadi, Côte d'Ivoire, ça y est en Europe, c'est maintenant en farine, sous forme de farine, foutu, de bananes qu'on pile, ça se retrouve là-bas. Mais est-ce que nous, on a dégagé les mécanismes pour gérer tout ça dans un premier temps? Ok, terminé. Je crois que... Oui, vas-y. Je crois que... Excuse-moi de t'interrompre. Oui, vas-y. Dans l'histoire, on ne veut pas réinventer la roue. Nous sommes tellement engagés dans le système de gestion étatique. C'est un État avec un président de la République. À moins de dégager le président de la République et choisir un Premier ministre, enfin un système parlementaire ou un régime présidentiel ou semi-présidentiel, ou alors choisir la monarchie. À part ces choses-là, on ne voit pas d'autres. Les États sont conçus pour fonctionner et nous avons un État qui est conçu pour fonctionner sur ce mécanisme-là. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tant le système-là, mais les hommes qui l'animent. Et c'est pourquoi, en ce sens, quand on parle de Mali-Croix, c'est de refonder le caractère du Malien. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par la formation. Ça passe par une autre manière de faire de la politique, de contraindre les politiciens, parce que le métier de politique, c'est le métier le plus noble. C'est quelqu'un qui prend sur son temps, sur sa famille, pour servir sa communauté. C'est ça le vrai politique. Rendre service à sa communauté. Mais des gens pensent que c'est par la politique qu'on vient, on s'enrichit. Si on instaure des mécanismes pour poursuivre, pour bannir l'impunité, qui que ce soit, quand tu commets quelque chose, tu es poursuivi et tu es puni si c'est démontré.
Ensuite, les partis politiques ne peuvent plus servir de tremplin pour s'enrichir. C'est à cela peut-être qu'il faut travailler. Mais croire qu'on va réunir les intellectuels africains qui vont sortir une solution d'ex machina pour nous dire, voilà, avec le système étatique qui nous encadre, qui encadre toutes nos activités, je n'y crois pas trop. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le doyen. Et c'est bien. On termine. Hein? Oui, on va terminer. On va discuter après. Ce que je voudrais dire ici, le doyen, il vient de toucher notre mal à nous. Le comportement de chaque individu africain. Est-ce que nous-mêmes, on est honnêtes avec nous-mêmes? L'honnêteté était la base de nos sociétés africaines. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas escroquer, être loyal, la discipline, c'était la vraie éducation. C'est ce qui était l'Afrique. L'Africain, il avait même honte. Non, mais parce qu'on était dans un système purement conçu par les Africains. Quand on a aujourd'hui un modèle occidental pour diriger... Non, il faut ajouter aussi arabe, ce n'est pas que seulement chose occidentale. Okay. Oui. Mettez tous des colons. Voilà. C'est-à-dire on a une société qui nous a presque totalement échappé. Arabo-occidentale. Voilà. Et donc, même la croyance africaine, elle a disparu. Mais ce n'est peut-être pas le moment de le dire. Parce que l'Africain, on revendique l'Afrique. Et on ne revendique pas même notre passion de voir notre âme, notre pensée des choses. Notre conception de Dieu, c'était quoi? Avant que les Occidentaux ne viennent ici. Avant que les Arabes ne viennent ici. Comment l'Africain percevait Dieu? N'avait-il pas cette notion de Dieu? Comment est-ce qu'il priait? Comment il se connectait aux divinités? Toutes ces valeurs-là sont des valeurs africaines qu'il faut un jour revendiquer. On a vu des femmes dans les familles, dans les villages qui peuvent accoucher avec des femmes qui prennent des médicaments ou certaines choses, des feuilles pour les faire accoucher sans césarienne. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces valeurs ont disparu. Il y a des villages où le serpent pouvait mordre quelqu'un et on le traite sur place. On n'a pas besoin de l'évacuer ou chercher la pierre noire. On avait une thérapeutique traditionnelle. Voilà, justement, toutes ces valeurs sont parties. Et ceux qui avaient ces valeurs... Mais pourquoi ces valeurs sont parties? Justement parce que, ils ne mentaient pas, les détenteurs ne mentaient pas de savoir. On ne vendait pas. Chez quelqu'un pouvait se passer, on ne peut pas dire, oui, je vends le produit, je vais te guérir, donne-moi ça, tu verses un mouton, 30 bœufs et tout. Ça n'existait pas. En Afrique, vous allez voir quelqu'un, il va te soigner avec 5 francs, ou bien de la cola, ou quelque chose. Et il te soigne, tu t'en vas. Si tu es reconnaissant, tu reviens, tu lui donnes ce que tu vas lui donner. Il ne te posera pas de prix. Mais est-ce que quelqu'un accepte de transmettre son savoir à son prochain? Oui, la transmission du savoir était d'abord initiatique en Afrique. On a tous année, moi je suis dans un village, je sais de quoi je parle. On ne donnait, même le père ne peut pas donner son savoir à tous ses enfants. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas se maîtriser, qui peuvent faire du n'importe quoi avec. Et donc, il disait, toi va à mon palmier. Peut-être il est presque 17h, il va demander à son fils, va au palmier. Il est seul. Il ne fuit pas, il s'en va. Le père observe. Ils avaient leur manière de détecter les enfants avec leur comportement pour dire, si je ne suis pas là, lui, il peut gérer ma famille. Il peut s'occuper de ses frères. Lui, là, c'est ce qu'il faut lui donner, mais je ne peux pas lui donner ce secret, je ne peux pas donner ça. Parce qu'il y avait tellement des interdits. Et c'est pourquoi chez nous, on dit quand on avait détenteur de pouvoir, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire du faux, on ne peut pas faire des... Il y a certaines, même des femmes qui, entre guillemets, pour le respect du doyen, mais femmes indisposées, quand elles préparent un détenteur dans un village, ne mange pas. Il ne peut pas manger parce qu'elle ne peut même pas préparer, même oser préparer. Aujourd'hui, tout le monde prépare dans les maquis, on ne sait pas qui a préparé, on mange tout ça. Donc, on a des valeurs africaines qu'il faut revendiquer. Et donc, tout ça, ça va rentrer dans notre contexte des choses. Et cela nécessite. On dit, aujourd'hui, moi, je suis loyal, je suis citoyen, je n'ai pas de même pas de vignette. Mais si j'écris sur les toits, je peux dire, oui, c'est moi, le vrai, comment on l'appelle? Pour cela, je pense que ceux qui nous suivent vont nous aider à lire davantage les romans La carte d'identité de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi. Dans ça, je pense beaucoup des choses que vous êtes en train de dire maintenant. On va retrouver ça suivant les personnages Mélédouma et puis les commandants Kakatika. Oui. Merci beaucoup. Je pense que l'émission arrive. Nous tirons vraiment vers la fin. Et peut-être une dernière question, quelques mots juste, si vous pouvez résumer. Il s'est passé des choses majeures ces derniers temps, c'est-à-dire cette barbarie, cette anarchie en France. Et de l'autre côté, nous avons suivi aussi un mouvement très très violent au Népal. Si on doit tirer une leçon, ça serait laquelle?
Non, c'est eux qui tirent leçon de ce que nous avons eu. Non, pour nous, Africains. Non, parce qu'en fait, en tout cas pour nous, Oui. Maliens, c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements de foule qui ont fait partir un président. Et donc nous, on a passé par là. On sait ce que ça veut dire. On peut tout dire du Malien, il est lent à réagir, tu fais tout, il accepte, mais le jour où ils se réunissent et qu'ils commencent à descendre dans la rue, c'est foutu. Donc ce que les Népalais font, nous on l'a fait. Ce que les Français font aujourd'hui, nous on l'a fait. Plus durement d'ailleurs parce que nous on a exigé le départ du président Niet, il n'y a pas de chose. Évidemment, aujourd'hui encore, ils en sont, eux, les Français, à demander peut-être l'intervention, à souhaiter l'intervention militaire pour faire partir Macron. C'est ce qui germe dans l'esprit de quelqu'un. C'est eux qui viennent à notre expérience. Merci, doyen, pour ce que doyen retient comme leçon. Monoko Douali? Oui, mais la leçon est que il n'y a pas de pays de référence. La crise peut frapper tout le monde. Ok. Voilà, la France, c'est un exemple que nous vivons aujourd'hui et c'est triste. Certains grands pays sont déjà passés par là. Il faut donc arriver à moraliser la politique. Il faut mettre l'être humain au cœur de toute grande décision. Le respect de l'être humain va nous éviter les conflits, les guerres inutiles et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis d'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces leçons. Donc, le doyen, c'est que nous autres, nous avons déjà fait la même chose, nous avons connu la même chose, nous avons même mieux fait d'ailleurs. Et le frère Moloko Douali, c'est qu'aucun pays n'est à l'abri d'une crise. Ça peut arriver, ça peut taper à n'importe quelle porte à tout moment. Et moi, personnellement, pour ajouter et terminer, c'est qu'en France, il n'y a pas eu de sanctions internationales, malgré qu'ils ont cassé un peu partout. Mais il suffisait que ça soit un pays africain pour commencer à créer. Il faut ça, il faut la communauté internationale. Au Népal, je pense qu'ils ont même tabassé certains dirigeants. Et je n'ai pas vu des sanctions internationales majeures, mais il suffisait qu'un pays africain les fasse, et surtout un pays africain opprimé par les impérialistes eux-mêmes. Les mêmes impérialistes vont se mettre à crier sur les Africains. À nous autres Africains, de mettre en œuvre ce que Emmanuel Macron l'a dit. Vous savez, je suis presque jamais d'accord avec ce monsieur. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. À nous autres Africains de travailler, d'être puissants dans ce monde. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver vendredi prochain avec les mêmes invités. D'ici là, restez sur African TV, une filiale de Ghanaian Malian TV. D'autres programmes vont suivre. Merci beaucoup.